Bonsoir tout le monde. J'ai un petit peu timé la mise en ligne en attendant que au moment la musique ralentissait un petit peu. C'est ça le professionnalisme. Alors j'espère qu'on va pas avoir trop de problèmes ce soir. Je vais commencer en attendant que les gens débarquent. Bonsoir déjà à Axel qui est présente. Avec sa migraine, me faisait-elle remarquer. Également JDG était là tout à l'heure, je ne sais pas s'il est encore là, mais je crois que JDG a tendance à être à venir pour les lives musicaux et être un petit peu surpris quand on commence à parler d'univers de science-fiction. On a également Bran Noir-Corbac qui vient d'arriver. Eh bien, bonsoir à toi. Je crois que c'est la première fois que je te vois sur le stream. En tout cas, bienvenue. Figure connue de longue date, notamment on a pas mal d'échanges sur Facebook. Et puis donc, message de service, je voulais commencer par là. Le premier, c'est que ceux qui étaient là la semaine passée se souviennent peut-être que j'avais des problèmes d'internet. Ça ne s'est pas amélioré. Donc je suis toujours en 5G, j'utilise le partage de connexion de mon téléphone, ce qui signifie que déjà que de base j'avais un petit peu un internet en carton mouillé, mais là les octets ils vont par pigeon voyageur. Donc si vous voyez que ça commence à déconner un petit peu, n'hésitez pas à me le mentionner. C'est aussi pour ça d'ailleurs que j'enregistre les streams, c'est pour pouvoir ensuite les rediffuser. Ils sont rediffusés non sur cette chaîne, qui est donc ma chaîne principale, mais sur la chaîne Erdorin, donc YouTube @Erdorin. On a également, on a plein de gens qui viennent de débarquer. Oui, c'est pour ça que je lag comme en 2001. Oui, c'est exactement ça. Alors, je suis désolé pour ça. Si ça lag trop, dites-le moi. Et comme je fais du multi-stream notamment sur Peertube, je pense que je vais déconnecter Peertube où de toute façon personne ne vient jamais. T'écoutes d'une oreille et tu regardes le foot d'une autre. Oui, effectivement, bon, je ne jugerai pas, on va pas king shame, mais en tout cas, voilà. Donc on a Bran Gavran, on a Victor Dupire qui sont arrivés pendant que je regardais ailleurs. Eh bien, bonsoir à vous tous. Surtout que là, je vois pas mal de gens, c'est la première fois que je crois vous voir sur le stream. Alors, vous êtes peut-être venus, vous avez lurké précédemment. En tout cas, merci d'être passé. Effectivement, il y a eu un petit peu de retape qui a été fait sur les groupes rollistes, de Facebook. Voilà. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur Facebook, il y a eu une discussion, enfin sur un des forums, le participant de jeu de rôle, il y a eu la question, qu'est-ce que vous attendez à voir dans un jeu de rôle ? Dans un livre de jeu de rôle. Et c'est à peu près ce dont on va discuter ce soir, en fait. Alors, normalement, ce live stream a lieu, pour les gens qui ne connaissent pas, ce live stream a lieu le jeudi, une semaine sur deux. Mais là, il se trouve que, comme on est un petit peu à cheval sur un mois, et puis que j'ai des questions de logistique, de calendrier à gérer, notamment le fait que Octogone tombe vendredi, samedi, dimanche, donc j'ai recalé mes horaires mensuels pour le mois de mai en me basant sur Octogone de façon à pouvoir ne pas avoir à ce que ça tombe le live stream musique qui est le vendredi tombe le jour d'Octogone. Ça sera un autre problème en juillet quand il y aura la Japan Expo, mais on va s'arranger. Donc une semaine sur deux, le jeudi, je parle jeu de rôle, je parle de la réécriture de Erdorin, enfin la réécriture de Tigre Volant, qui sous un autre titre qui va maintenant s'appeler Erdorin 2300, d'où le Erdorin l'air de rien. Et le vendredi, une semaine sur deux, mais l'autre semaine, du coup, je parle de musique. Ça lag pas mal. Non, c'est pas chez toi. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est le problème du fait que je diffuse en 5G. Donc si ça lag, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais couper Peertube. Désolé les gens qui suivent sur Peertube, va falloir que vous rabattiez sur Twitch et sur YouTube. Mais là déjà, je suis pas certain que ça va être super pratique pour tout le monde parce que autant ce que j'ai remarqué, c'est que autant YouTube se contente d'un débit à peu près raisonnable autour de 2000-2500 bits secondes. Mais par contre Twitch demande genre tout de suite 6000, donc des fois ça passe pas. Et j'ai eu pas mal de problèmes cet après-midi, comme ça fait quand même une semaine que cette saleté dure.
j'avais des gros problèmes de connexion où j'avais de temps en temps ça laguait de façon. Alors quand tu fais des trucs de bureau, c'est pas trop un problème. Quand tu commences à jouer, quand ta journée de boulot est terminée et que tu veux lancer une partie de World of Tanks, soudainement t'as le ping qui passe à 999 et t'es super content de vivre. Ou de mourir dans le cas présent parce que c'est ce qui arrive assez rapidement. Voilà. Alors, l'autre chose dont je voulais vous parler, alors en partie, le titre de ce live stream, c'est j'adore quand un accro se déroule sans plan. L'idée, c'est de parler un petit peu de plan. J'ai commencé à réfléchir un petit peu. Alors ça fait un petit moment que c'est des idées qui me tournaient dans la tête. Hein, c'est pas non plus, ça vient pas de nulle part. De commencer à poser le plan de ce que serait Erdorin 2300 en tant que bouquin de jeu de rôle. Ça vient d'une discussion qu'on a eue la semaine passée, notamment avec Mathias. À ce sujet, d'ailleurs, je tiens à m'excuser à ceux qui ont été témoins de ce qui était un petit peu une engueulade entre lui et moi, qui a été coupé d'ailleurs dans la rediffusion. J'ai pas voulu infliger ça à tout le monde. Voilà, j'ai pas voulu en arriver là et je me suis laissé un petit peu emporter par ça et c'était pas une bonne idée. C'est comme je disais plus tard à Mathias, c'était une discussion qu'il aurait été important d'avoir, mais pas en public et pas dans ces conditions-là. C'est un des trucs en fait que j'ai remarqué avec le live stream, c'est que le format est pratique pour interagir avec les gens, mais c'est pas super pratique non plus. Il y a des choses qui fonctionnent raisonnablement bien, vu qu'en fait il y a une asymétrie, vu que moi je vous parle en vidéo et en audio, et vous me répondez en texte, et généralement avec un décalage, puisque on n'est pas non plus sur une latence absolument mirifique. Il y a généralement quelques secondes, voire demi-minute de décalage entre le moment où je dis un truc et le moment où vous réagissez. Ce qui pose des fois des problèmes quand je commence à poser des questions et que j'attends une minute ou deux que les gens entendent la question, réfléchissent à la question et écrivent la réponse à la question et que ça me revienne ensuite. Donc c'est pas, voilà, c'est bien, mais c'est pas idéal. Et en parlant de questions, alors ça c'est quelque chose que j'ai commencé à faire sur ces live streams. Vous voyez en haut, non l'autre, voilà, en haut ça sera à gauche pour vous. Ces trois questions que je vais commencer à poser, qui sont un petit peu les questions qui sous-tendent ce live stream. Donc quand on fait un plan, quels sont les chapitres importants, comment organiser un livre de jeu de rôle, et puis par la fin on parlera des feuilles de perso, parce que ça c'est une question que je vais lancer également. J'ai pas eu le temps de beaucoup écrire, là je suis désolé pour ça, parce que normalement une des conclusions auxquelles j'étais arrivé en faisant ce live stream d'écriture, c'est qu'en fait ça fonctionne raisonnablement bien. Quand j'ai un texte à vous présenter, je le relis, ce qui me permet moi en le lisant à haute voix de remarquer quand il y a des problèmes, et ça vous permet aussi de réagir, et ça fonctionne raisonnablement bien. Mais ce que je comptais faire à l'origine, c'était d'écrire en direct, et ça je me suis aperçu que ça marche pas trop bien, parce que quand il y a des interactions, quand il y a des gens qui réagissent, qui est quand même plus ou moins le but du truc, ça me déconcentre, et il y a souvent des chapitres pour lesquels je me retrouve, alors pour certains trucs faciles, ça va, je peux le faire, mais quand je me retrouve à devoir réécrire des chapitres qui ont un petit peu un poids important pour l'univers, pour le contexte, pour le jeu en lui-même, ça me demande une concentration que je pensais avoir, mais qu'en fait non. Et du coup, c'est pas très pratique pour ça. Voilà. Et la raison pour laquelle je parle des feuilles de perso, c'est que donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, à la fin du mois, le 21, 22, 23, si mes souvenirs sont bons, ça sera Octogone, ou c'est 22, 23, 24, je ne sais plus. Mais enfin, en tout cas, c'est ce week-end-là, à Lyon, Octogone, une des plus grandes conventions de jeux de France, et probablement la plus grande pour ce qui est du côté rôliste. J'y serai avec l'équipe de 2D sans face. Et je compte bien faire des démos de la nouvelle version donc de Tigre Volant, dont les mécaniques de jeu sont déjà installées et rodées depuis un petit moment. Mais par contre, ce que j'aurais voulu, c'est avoir une feuille de personnage qui claque un petit peu plus que le modèle que j'ai fait un petit peu à l'arrache.
Alors là, il faut quand même que je revienne un petit peu sur toutes les conversations qu'il y a eu, parce que je pense que j'en ai raté pas mal. Ça lag pas mal, campagne genevoise, oui, effectivement, c'est ça. On est plus vintage, on attaque le collector, oui, ça va, voilà. Pour l'instant, je suis encore du bon côté de 60, mais ça va pas trop durer. Ce n'est pas un débat entre deux personnes devant développer leur avis et répondre oui. Alors c'est exactement ça le souci, c'est vraiment le truc et c'est le problème, c'est quand on se laisse emporter dans ce truc-là, ça va générer beaucoup plus de frustration que ça. Ensuite, au niveau de la concentration, c'est le truc qui m'empêche d'écrire plus souvent aussi. Problème de concentration, c'est une nouveauté pour moi. Donc je souffre en ce moment à cause de ma santé, c'est très nul. Oui, ça effectivement, je comprends. Mais alors moi, pendant très longtemps, ma méthode pour écrire, c'est que je me posais dans un café avec la musique dans les écouteurs, et puis un truc à boire, et puis je tapais des trucs au kilomètre. J'ai écrit des quantités de textes absolument indécentes à la cafétéria du boulot pendant la pause de midi. J'avais écrit aussi des trucs dans les voyages en train, je faisais pas mal ça. Maintenant, pour moi, j'ai remarqué, c'est un petit peu plus difficile. Et c'est aussi un problème, j'ai l'impression que de façon générale, sans parler de motivation, écrire devient plus compliqué. Alors, j'ai un exercice d'écriture quotidien qui s'appelle le blog, pour lequel je publie quand même 5 articles par semaine de 300 mots minimum, ce qui est quand même assez conséquent quand on regarde ça, mais c'est aussi des choses qui sont pour moi assez faciles à écrire, parce que souvent ce sont des trucs typiquement de mes chroniques musicales. Pour ceux qui les lisent sur le blog, vous verrez qu'elles ont souvent un aspect assez formulaïque, hein. Le petit texte, le premier paragraphe d'introduction, le deuxième paragraphe de présentation du groupe, troisième paragraphe de présentation de l'album, et puis ensuite 4-5 paragraphes de description de la musique. Donc c'est quand même assez voilà. On est vieux, ma bonne dame, on est vieux. Oui, ça c'est un petit peu le moment où on commence à se dire que oups. Effectivement, les années commencent à nous rattraper. Même si des fois on est jeune dans la tête, il y a la biologie qui nous rattrape un poil. Voilà. Donc, les deux aspects de cet épisode live stream, ça va être de parler donc du plan d'Airdorin 2300. Et la deuxième, un petit peu plus tard, mais ça je pense qu'on va juste lancer le débat. Et on reviendra peut-être dessus lors du live stream de avant Octogone, donc le jeudi... Ah, ça sera le jeudi 21. Ça sera pour parler des feuilles de personnages. Ah oui, alors donc Victor, tu mentionnais le fait que un scénario d'introduction à la fin du bouquin, pour moi, c'est presque indispensable. Alors moi, je suis d'accord, mais ce que j'ai remarqué en discutant avec les collègues de 2D sans face, c'est que c'est pas le cas de tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui questionnent ça. Je me souviens plus, parce que c'est une discussion qu'on a eue il y a quelques mois de cela. Et je sais plus quels étaient les arguments contre. Moi, ça me paraît un petit peu... c'est souvent des arguments logistiques, à savoir, est-ce qu'on a vraiment la place pour mettre un scénario de 10 pages quand on est un petit peu tenu par des questions dessous. On veut pas non plus que le livre de base fasse 400 pages. Alors après, moi je pense que sur un livre de base, mettons de 160 pages, avoir 8 pages dédiées à un scénario, ça fait 5%, ça me paraît pas complètement déconnant. Après, je pense aussi qu'il y a des méthodes qui sont peut-être plus intéressantes, et on va revenir d'ailleurs là-dessus, parce que je pense qu'il y a un élément à discuter sur la façon dont les scénarios sont écrits, ou pas écrits. C'est un petit peu ma tendance ces derniers temps, c'est de ne pas écrire. Mais pour cela, je vais basculer sur BIM écriture. Juste au moment où le truc passe en mode, là, faut que j'oublie pas, c'est la deuxième caméra. C'est la caméra qui est au-dessus de l'écran. Bonjour caméra. Voilà. Perso, je lis pas toujours, sans parler de les faire jouer, donc oui, pourquoi pas, mais pas tellement pour moi en général. Disons que le truc, mon approche au niveau des scénarios d'introduction, c'est que c'est un exemple de ce que le créateur du jeu s'attend à voir.
dans le cas de Tigre Volant, la Tigre Volant 3e édition, bah c'était un truc où tu prends les personnages débutants qui débarquent à Copacabana, puisque dans Tigre Volant 3 c'était censé être la base de départ des joueurs, enfin des personnages joueurs, et puis bah au moment d'arriver, au moment de débarquer à leur starport, on leur pique leur bagage, enfin il y a un quiproquo autour des bagages, et tout le scénario commence là-dessus. Et l'idée c'était un petit peu de montrer, bah, déjà d'avoir un truc d'introduction, genre vous êtes des personnages complètement débutants, vous arrivez à Copacabana pour des raisons X, Y, Z, et il vous arrive un truc à la con parce que c'est Tigre Volant et qu'il arrive toujours des trucs à la con. Donc pour moi, il y avait ce truc important comme ça. Dans le cas de Freaksquill, le jeu d'aventure, qui est l'autre jeu que j'ai écrit, enfin co-écrit avec l'ami Antoine, on avait fait un truc un petit peu différent parce qu'on était parti en fait sur l'idée de commencer en fait par le scénario, d'avoir un scénario initiation qui représente la première journée à la fac. Donc Freaksquill, la bande dessinée de Florent Baudou, dans lequel on joue des jeunes adultes qui rentrent à l'université pour super-héros. C'est une université qui est un peu moisie, mais ça tombe bien parce que leurs pouvoirs de super-héros généralement sont aussi un peu moisis, donc c'est assez raccord. Et du coup, l'idée c'était vraiment de partir sur un scénario dès le départ. Maintenant, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire pour Adorin 2300, ça me paraît un petit peu foireux, encore que ça serait pas totalement impossible. Mais voilà, la blague étant que ce scénario tutoriel dans Freaksquill servait aussi de création de personnages. On avait fait le truc un petit peu comme ça justement, où les personnages passaient de stations d'enregistrement. Il y avait toute l'administration de l'école qui était là, donc au moment de leur enregistrement, de leur enrôlement dans la fac, ben les différentes étapes de l'administratif, ça correspondait aux différentes étapes de la création de personnages. On avait été assez fiers sur ce coup-là. Je trouvais que c'était assez rigolo. Alors là, j'ai encore raté des messages. En fait, la meilleure manière de savoir, c'est quand t'as avancé ton gros bousin et qui est pas loin de l'édition et que t'as communiqué pour avoir ta communauté future clientèle, bah tu lui poses la question. Ouais, on a vu un oui massif avec une grosse boîte avec 3 livrets, donc de la place pour ça. Oui, effectivement. Je me méfie un peu de ma commu. c'est pas pour être médisant. Disons que j'étais un petit peu échaudé quand j'ai écrit Tigre Volant 3e édition, en pensant que, comme il y avait énormément d'enthousiasme sur Internet, il y a plein de gens qui étaient super contents de voir le jeu sortir, je me suis dit je vais en vendre des palettes. Mais en fait non. En fait j'en ai vendu aux gens qui étaient enthousiastes sur Internet, qui devaient représenter tout de suite 50 personnes. Alors 50 personnes sur un forum Internet, c'est quand même tout de suite impressionnant, mais en vrai c'est que 50 personnes. Du coup, je suis un petit peu pas perplexe, mais suspicieux par rapport à cette idée de demander à la commu pour ce genre de choses, parce que souvent les gens qui vont répondre sont des gens qui ont des idées très arrêtées sur la question, et c'est pas forcément super représentatif des gens qui vont lire / jouer au jeu. De l'enthousiasme à l'achat, il y a toujours un pas à franchir. Oui, surtout quand tu te retrouves avec un pavé de 300 pages qui coûte 40 €. Soudainement, tu t'aperçois que tu as plein d'autres choses à acheter et que c'est peut-être pas forcément l'idée du siècle. On a 46&2 qui vient d'arriver. Bonsoir à toi. Donc, passons un petit peu à ce plan. Je vais essayer de le faire un poil plus grand. On causera un jour, toi et moi, de communauté et de sa gestion pour faire plaisir à ses fans et comment. Ok, on peut. Un jour. Alors, je vais essayer de zoomer un poil, comme ça vous puissiez lire un peu mieux les textes. Voilà. Donc je comprends sans doute mieux que toi ce genre de blague. Oui, c'est possible, c'est possible. Alors,
Là, j'ai mis un petit peu en place les grosses sections. J'aurais peut-être dû mettre en regard les sections qu'il y avait dans Tigre Volant 3, mais le truc, c'est que je me suis aussi aperçu, à l'origine, je voulais, là je parle pour les gens qui n'étaient pas là au début de ces lives, dans les premiers live streams, ça fait quand même un peu plus d'un an que je suis sur cette idée. L'idée, c'était de réécrire des chapitres de Tigre Volant 3 pour les adapter à Erdorin 2300, qui est grosso modo le même univers, mais présenté de façon un petit peu différente. Et je me suis aperçu qu'en fait, ce texte, je le connais par cœur depuis le temps, et c'est moi qui l'ai écrit en plus. Et en fait, j'y suis trop attaché, et ça ne marchait pas. Toute la partie réécriture, ça impliquait de devoir, en anglais, on dit kill your darlings, hein, tu vas tuer tes petits préférés, et c'est pas super facile à faire. Et j'ai trouvé qu'en fait, réécrire from scratch, un petit peu de tête, hein, de mémoire, les textes pour déjà les mettre en forme dans la manière dont je voulais le faire, ça me paraissait plus, ça correspondait mieux à ce que je voulais avoir à la fin. Voilà. Donc l'idée dans Erdorin 2300, on va commencer donc un bref partie d'intro qui va expliquer donc une page pour expliquer préface, note d'intention, historique du jeu. C'est quelque chose qui est déjà d'ailleurs dans Tigre Volant 3, donc ça sera peut-être une page ou deux pages. Et également une page ou deux pages pour dire en bref Erdorin 2300 c'est quoi, qu'est-ce qu'on trouve comme peuple, qu'est-ce qu'on trouve comme nation, l'historique en très très rapide, vraiment un survol, histoire que les gens qui sont intéressés par le jeu, vous allez me dire c'est pas commerçant parce que grosso modo ils lisent deux pages, ils savent tout de suite si ça leur plaît, si ça leur plaît pas. En même temps, si ça leur plaît pas, ils achètent le bouquin, ils achèteront rien d'autre. C'est pas forcément super une bonne idée. Donc je préfère poser ça comme ça. Donc t'as vraiment un chapitre qui permet surtout aux personnes qui ne connaissent pas du tout de se repérer déjà, d'avoir déjà une vague idée de ce dans quoi ils vont entrer. Là déjà, tu as une suggestion dans l'intro, une leçon donnée surtout par des éditeurs mais aussi par des clients, un résumé court du système de jeu, une sorte de synthèse de sa mécanique générale. Pourquoi ? Pour les feignasses et les chroniqueurs. C'est pas bête, je vais le noter. Ok, je note ça. C'est pas you. Après, normalement, pour les chroniqueurs, tu es censé quand même faire un dossier de presse dans lequel tu vas peut-être expliquer ça de façon plus succincte dans un document qui n'a pas vocation à être vu par le public. C'est une autre manière de faire. Ensuite, parler du contexte. Donc là, ça sera la deuxième partie. Le contexte, c'est vraiment tout ce qui est l'univers du jeu. Ça permet d'avoir un résumé sous la main. Oui, c'est ça. C'est un petit peu l'idée du truc. C'est aussi l'idée d'un texte qui peut être même repris en tiré à part. Et puis tu fais un PDF qui est disponible sur le site. Comme ça, si les gens veulent vite voir à quoi ça ressemble, t'as ça tout de suite. Donc oui, c'est ça. Beaucoup de chroniqueurs ne demandent pas de service presse. C'est vrai. Alors, contexte. C'est une bonne idée visiblement, tout le monde est pour avoir l'idée du résumé des mécaniques de jeu dans l'intro. Ok. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors, dans le contexte, on a quoi ? On va avoir les peuples. Alors, les peuples, c'est vraiment, c'est ce que dans d'autres jeux on va appeler les races, hein, mais on va peut-être essayer d'utiliser, de ne pas utiliser des termes qui font kiffer les fachos. Donc là, quand on parle de peuple, on va parler surtout des éléments physiques, biologiques, de la description générale de à quoi ça ressemble à Talvarid, à quoi ça ressemble à Cyan, à quoi ça ressemble à un elfe pansexuel de l'espace. Ah oui, c'est déjà dans la description, c'est bon. Le plus important, ça va être la partie culture, qui pourrait être intégrée avec la partie note de civilisation. Ça, c'est quelque chose auquel j'ai réfléchi un petit peu. La semaine passée, j'avais commencé à présenter un truc où il était le truc typique. Enfin, l'habitation typique, la famille typique, ce genre de choses. Et plus j'y pense, plus je me dis que c'est un format qui pourrait être pas mal pour
justement pour présenter les cultures, les différentes cultures de l'univers du jeu, en complément ou en remplacement pour les descriptions culturelles un peu plus élaborées. Ensuite, l'historique. Alors, l'historique, c'est un des premiers trucs qu'on a fait il y a pas mal de temps. C'était la réécriture de l'historique, et c'est là que je me suis aperçu que réécrire le texte que j'avais écrit il y a 20 ans, c'était pas une super bonne idée. Et du coup, j'ai réécrit un petit peu tout l'historique depuis le début. Et là, l'idée de l'historique, c'était d'avoir quelque chose. Alors, les historiques dans les jeux, que ce soit des jeux de fantasy ou des jeux de science-fiction, enfin généralement les univers dits d'imaginaire, quand tu es un auteur, tu vas tendance à tartiner. À expliquer, il y a 15 000 ans, tel roi régnait, il y avait des empires gigantesques, et tout ça s'est effondré il y a 5 000 ans, mais du coup, il y a 5 000 ans, personne n'en parle, quoi. Il y a 3 archéologues qui sont au courant, peut-être quelqu'un a fait une série télé là-dessus, généralement en prenant des libertés absolument gigantesques sur la réalité historique. Réalité historique, on ne sait pas, parce qu'il y a quasiment plus de sources. Donc, voilà, c'est pas forcément une idée géniale de remonter très très loin l'historique. Alors oui, mais vraiment faire le plus succinct possible dans les parties où en fait, les joueurs ils ont pas vécu ça, donc ils s'en foutent fondamentalement. Tu l'as refait from scratch. Oui, alors pas plus mal. J'adorais, mais il traînait trop en longueur inutile. Oui, tout à fait, c'était ça. Et puis surtout, si tu te mets dans la mentalité, voilà, je suis un Elda, je suis né il y a 350 ans sur une planète agricole. Fondamentalement, même la notion de l'Arlorien Tour qu'il y a d'il y a 3000 ans, j'ai peut-être un arrière-grand-père qui a vécu ça, mais moi, en fait, ça me parle pas, quoi. C'est un truc qui n'a plus vraiment d'existence. Et alors pour les terriens, j'en parle même pas. Même des trucs comme la 3e ou 4e guerre mondiale, c'est des trucs qui sont plus connus par des séries télé que par la mémoire, quoi. Tant j'aime bien écrire là-dessus, autant le lire chez les autres, c'est souvent long et inutile pour le jeu. Alors, bon, moi je suis historien de formation, donc quand on me dit l'histoire c'est inutile, c'est et mais c'est intéressant, ça donne du fluff, mais il faut savoir doser. Donc ça te permet d'étoffer ton contexte, d'avoir quelque chose qui sent qu'effectivement il y a du vécu derrière, les civilisations elles viennent pas de nulle part, elles sont pas peuplées là comme ça, il y a eu plein de courants, plein de guerres, plein de machins, plein d'explications de gravures, plus des alliances et des trucs qui font que maintenant on est dans cette situation géopolitique, voilà. Mais pour le personnage lambda, c'est pas forcément super intéressant, en fait. Qui connaît l'histoire de l'humanité sur ces 2000 dernières années? Alors, oui, moi non. Alors, disons, je connais les grandes lignes, et même encore, quand tu lis un petit peu les textes qui sortent maintenant, les essais d'historiens ou d'archéologues, etc. Là, je prends pour exemple The Dawn of Everything, c'était le dernier bouquin sur lequel avait bossé David Graeber avant malheureusement de décéder. Il parle de toute cette période, on va dire, entre ce qui s'appelle the Axis Age, grosso modo, c'est entre moins 600 et plus 600, où il y a eu pas mal de civilisations justement qui ont pas mal de points communs. Et il mettait en lumière le fait qu'en fait on redécouvre maintenant des trucs qui l'archéologie permet de mettre en lumière des trucs que l'historiographie de base n'avait pas forcément remarqué. Il y avait aussi, tout récemment, j'ai vu un short de Nota Bene où il parlait de Cléopâtre, et il disait un truc qui était super intéressant, c'est qu'en fait, Cléopâtre, on n'en sait pas grand-chose, parce que la plupart des sources qu'on a, c'est des sources romaines, et elle était considérée comme une ennemie de Rome. Donc on peut se dire que le portrait qu'on en faisait, à l'époque, c'était pas super flatteur.
Alors JPG, ouais, tu vas être largué, je suis vraiment désolé. Vendredi prochain, non pas demain, mais dans une semaine, promis, on parle de trucs bruyants. C'est... voilà. Ouais, tu disais, oui, la singularité, il y a une chronologie détaillée de 1038 à 2207, littéralement presque une entrée par an, et c'est débile. Alors non, c'est pas débile pour toi, en tant qu'autrice. C'est pas débile, mais en tant que lecteur, ça ne fait pas beaucoup de sens. Allez, bonne soirée JPG. Ouais, super riche, cohérent, tout ça, mais c'est chiant à lire. Oui. Je suis complètement d'accord. Et c'est pour ça, en fait, que je dis, Erdorine 2300, dans mon idée, c'est Tigre Volant 4, bah, avec un autre titre, hein, mais simplement les informations qui sont dans Tigre Volant 3 à 90%, ça va être raccord avec ce qui va sortir. C'est juste que ça va être présenté très différemment. Et si c'est pas dans le livre de base, tu peux même reprendre les anciens trucs qui sont sortis pour Tigre Volant 3 et les utiliser pour Erdorine, ça va marcher. Grosso modo, hein. Parce qu'il y a des trucs qu'il y a aussi dans ma tête, ça, il y a aussi des choses qui ont un petit peu changé. Souvent, enfin, je crois pas, je vérifie ça, mais je crois pas que dans les idées que j'ai déjà posées sur le papier, dans Erdorine 2300, il y a des éléments qui contredisent, de façon flagrante ce qui était écrit dans Tigre Volant 3. Il est possible qu'il y ait des choses qui précisent, qu'il y ait des choses qui, en fait, mettre des éléments sous une autre lumière, mais voilà, ça va. L'idée c'est aussi que j'ai pas de raison non plus de changer mon univers. Peut-être de l'expliquer de façon un petit peu différente. Et alors oui, il y avait des éléments, on s'était aperçu dans le carnet de civilisation, il y avait des moments où je parlais des émissions télé et en fait, quand tu regardes en 2005, ça pouvait faire du sens de penser que dans l'avenir il y aura encore des émissions télé. En 2025, t'es en train de te dire ouais, mais en fait non quoi, c'est Netflix and chill, donc fondamentalement les grandes stations télé qui diffusent partout, va y en avoir très peu en fait. Fais lire les deux textes parallèles. Alors non, ça non, clairement pas. Ça, les LLM, j'y touche juste pas, jamais. Si je peux l'éviter, je n'y touche pas. Non mais c'est éthique perso, hein. C'est pour moi les LM c'est niet, c'est vraiment j'en veux pas. Alors, donc, on en était à l'historique, on va parler des nations, donc il y aura des trucs sur les nations, sur les organisations. Je vais pas te tuer, je vais juste te dire non. Je risque de dire non de façon un peu vive, mais il faut pas prendre ça comme une agression directe. LLM, c'est les Large Language Models, c'est ce qu'on appelle les IA, mais en fait, c'est des... voilà, c'est des systèmes qui sont normalement tout ce qu'on appelle les IA, les chats GPT, les trucs comme ça. C'est des systèmes qui fonctionnent avec des grands modèles de langage où grosso modo tu leur fais ingérer des corpus de texte absolument gigantesques et tu les entraînes là-dessus justement pour pouvoir faire différentes actions, les actions des chatbots, les actions de recherche et de choses comme ça. J'ai énormément de choses à dire là-dessus. J'en ai déjà dit un certain nombre de choses d'ailleurs en vidéo sur cette même chaîne, mais voilà, on va résumer ça par non. Non. Do not want. Alors ensuite, dans le contexte, il va y avoir les nations. Alors là encore, les nations, on essaie de faire des choses qui sont un petit peu simplifiées. L'idée, c'est vraiment d'essayer de retirer des éléments qui sont plutôt culturels, les éléments qui sont plutôt qui n'ont pas de rapport avec les nations. Et un truc que je pensais, et ça c'était aussi en rapport avec un live stream qu'on avait eu il y a 2 ou 3, enfin peut-être un mois et demi, quelque chose comme ça, l'idée d'ajouter
des points de départ. On parlait de Panama. C'est un gars sur le forum Casuseno qui avait mentionné que lui faisait jouer Tigre Volant dans l'univers, enfin dans la région de Panama, qui est un point de frontière entre la Fédération des Hautes-Terres et les États-Unis nord-américains. Et donc lui, il avait créé tout un contexte avec des histoires d'espions, qui en plus des observateurs internationaux pour expliquer la présence des extraterrestres, qu'il y avait des trafics dans tous les sens. Donc ça paraissait un point de départ qui était assez sympa. Et donc l'idée, ça serait aussi, quand je parle des différentes nations, de suggérer un ou peut-être deux points d'entrée pour dire bah voilà, si vous voulez commencer une partie d'Erdorine 2300, bah vous pouvez faire ça comme ça avec ça. Parce que l'idée, là on repart un petit peu au-dessus l'idée méta de la gamme Erdorine 2300, c'est d'avoir un livre de base qui est donc beaucoup plus succinct et en fait d'aller en profondeur dans des suppléments qui seraient des suppléments contexte et scénario, enfin plus que scénario, qui seraient des scénarios contexte et univers de jeu prêt à jouer. Typiquement, la première idée que j'ai, c'est l'idée de faire un zoom sur la Fédération des États de la Frontière, ou d'imaginer que dire voilà, si vous êtes là-dedans, vous allez jouer des propriétaires d'un petit vaisseau qui fait du cabotage d'une planète à l'autre, un petit peu à la Firefly, avec un vaisseau tout pourri, et de temps en temps, bah vous faites un peu les pirates, vous faites un peu les mercenaires, vous faites un peu de contrebande, enfin vous faites des trucs comme ça. Et voilà, c'est les mercenaires, marchands, pirates, whatever. Et du coup, ça permet de donner aux joueurs un point de départ pour faire leur campagne, pour faire leur truc, et aussi d'aller plus en profondeur dans un élément du contexte du jeu. Voilà, faut que je regarde ce que j'ai raté des discussions. Conférence, c'est pas trop allez, Jules m'a rappelé que les employés pour de l'analyse, c'est leur job, c'est vrai, c'est pas de la création volée. Après, il y a le ouais. On en reparlera une fois. Pour l'instant, j'ai des réactions complètement épidermiques là-dessus. Je n'ai pas envie d'aller plus profondément, sinon je vais m'énerver. Et c'est pas bon pour ma tension. Glou. Le dernier élément que j'ai mis dans le plan pour parler du contexte, c'est les technologies. Et j'ai mis en parenthèse équipement, parce que là on en reviendra sur les mécaniques de jeu. T'as joué à Ringstadt? Ouais, il y a un chouette supplément. Oui, le supplément qui avait été écrit justement par Mathias Wissmann, d'Itias. Il a fait un travail absolument gigantesque sur ce truc-là, avec l'aide d'Axel d'ailleurs, qui avait fait des illustrations. Mais donc, pour en venir au contexte, l'idée, c'est de séparer un petit peu technologie et équipement, parce que, en fait, dans les mécaniques de jeu, je reviendrai là-dessus, l'équipement, je sors un petit peu de la logique rôliste typique d'avoir une sorte de catalogue Manu France des machines à meuler et des différents trucs avec lesquels rembourrer le sac à dos. Et donc de parler de la technologie, de ce qui marche et de ce qui marche pas, parce que des fois ce qui est plus rigolo c'est quand ça marche pas. Et puis l'équipement en fait va fonctionner de façon très narrative, un petit peu comme comme tout le reste du système de jeu. Donc le mécanique de jeu Love Inside, alors on est dans un système qui est très narratif, et ça on en reparlera quand je vous montrerai la feuille de personnage, vous allez tout de suite assez comprendre comment ça fonctionne. On l'a appelé Love Inside parce que c'est un truc qui fonctionne par de l'investissement de ressources, grosso modo, et cette ressource s'appelle le love. Et on gagne du love en faisant des choses qu'on aime bien. En gros. Donc il y aura des trucs sur la création de personnages. La création de personnages va être beaucoup plus simple que dans Tigre Volant 3. On est vraiment sur un système qui est très narratif, donc avec très peu de tables, très peu d'éléments chiffrés, même quasiment pas de lancer de dés. Les lancers de dés sont en fait optionnels. C'est un système un petit peu comme dans Freakswheel, le jeu d'aventure, où vous pouvez prendre des risques, et quand on prend un risque, on lance un dé, et si on fait un résultat pair, on gagne. Si on fait un résultat impair, on perd. Voilà.
Comment gérer les mécaniques? Alors ça sera la grande question, et ça c'est un élément qu'il va falloir que je développe sérieusement. C'est comme on est sur un élément où on n'est pas dans le jeu de rôle traditionnel où le joueur te dit je vais faire telle action, le meneur de jeu va dire ok tu as une difficulté de temps, lance ton dé. Non, parce que déjà tu lances pas de dés, comme je vois l'épisode précédent, mais c'est le meneur de jeu qui va te dire ok tu as une difficulté de temps, qu'est-ce que tu peux poser sur la table comme avantage, comme atout pour pouvoir arriver à cette difficulté. Après, des fois, c'est un petit peu une question de mauvaise foi. Hein, tu peux dire oui, mais alors machin, là, je suis en train de faire des recherches discrètes. Est-ce que je peux utiliser bagarre de bar? Ou pour reprendre une expression utilisée dans une vieille partie de Tigre Volant, est-ce que je peux utiliser Ikebana pour ouvrir une porte dimensionnelle? Ou rock japonais pour la danse de salon aussi. On a eu aussi ça. Par le même joueur, bien évidemment. Autrement, c'est pas drôle. Alors, juste que je vois un petit peu les discussions. Là, faire un point de départ. Beaucoup joué à Ringstad. Remis au goût du jour par Thiers. Oui, donc le Ringstad, il est, d'ailleurs, il est le supplément Ringstad, il est disponible sur le site Tigre Volant, tigre-volant.org, téléchargeable gratuitement. Voilà. Alors, comment gérer les mécaniques, ça sera un point intéressant. Et scénario, et aussi, je pense qu'il y aura une question que justement j'en parlais au tout début, c'est comment écrire un scénario. Sachant que moi, ma méthode pour écrire des scénarios, j'en écris de moins en moins. J'écris souvent des points de départ, des factions, que ce soit des factions de gens ou des trucs genre des événements qui vont arriver à un moment donné. J'utilise beaucoup une mécanique qui a été introduite par le jeu Apocalypse World, qui est le système des fronts, où fondamentalement quand on a un truc qui va arriver, c'est représenté par une horloge. Et plus on avance sur l'horloge, plus des événements vont se passer. Alors, Axel, tu disais une chose majeure à prévoir, il faut le prévoir de manière simple et didactique, un texte qui réponde à cette question, qu'est-ce qu'on joue et qu'est-ce qu'on y fait, rôle et aventure. Et ça sera un truc à mettre dans les suppléments. Puisque l'idée du livre de base, c'est que c'est un livre de base qui est très générique. Donc avec le livre de base, tu vas revenir à la version Tigre Volant 3 où tu peux tout faire. Mais l'idée, c'est justement d'offrir des portes d'entrée avec ces différents contextes. Et c'est là où en fait le focus va se faire. Mais ça sera sans doute des choses à expliquer dans le livre de base. Voilà. Est-ce que... Alors oui, mais... Vas-y. Fais péter les commentaires. Il faut que ce soit abordé, expliqué dans le livre de base. Oui, voilà, bah d'accord, ok. Donc, t'as été prise de vitesse par le ralenti. J'y avais déjà plus ou moins pensé. Et je vais peut-être d'ailleurs le rajouter. Concept des... Et de ce qu'on y joue. Et d'ailleurs, dans les nations, on va rajouter... Je trouve un terme un peu plus sexy que point de départ. Non, c'est pas un H que je veux, c'est ça. Oui, non, mais c'est moi qui suis bête. J'écris comme une vache ce soir. Bah, moi, c'est assez... Et pourtant, j'ai pas bu beaucoup encore. Hein. Puf. Alors... On va peut-être rajouter les trucs qui sont... Alors, en fait, on va faire ça comme ça. Parce que... On va séparer
Euh... tu, 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 tu. Contexte. Voilà, donc pour les suppléments, là c'est en très très résumé, contexte plus approfondi, type d'aventure et de personnage, point de règle pertinent pour ci-dessus. Donc l'idée étant que, par exemple, typiquement, je suis pas certain que dans le livre de base, on va beaucoup parler des vaisseaux spatiaux, des véhicules en général, mais dans le contexte de personnages qui ont un vaisseau et qui font du cabotage, eh ben il va y avoir des règles spéciales sur comment on va gérer les vaisseaux. Alors là, je vais revenir un petit peu sur les discussions parce qu'il y a eu pas mal de trucs là. Je suis d'accord avec la présence de prépositions de jeu dans le livre de base, ne serait-ce que succinctement. Oui, mais je pense que c'est important. On avait fait l'erreur de ne pas le mettre en avant dans les champs de l'os avant l'édition. Oui, Ah, les trucs typiques que tu avais voté la semaine dernière, ils vont dans le chapitre culture et civilisation. Oui, ça serait l'idée. Je ne sais pas encore si je vais utiliser ce format pour remplacer ou comme complément, mais je pense que ça serait une idée intéressante au lieu de dire, par exemple, là je réfléchissais, donc j'avais quand même écrit pas mal de trucs là-dessus. Au lieu de dire la maison typique, on pourrait dire, on pourrait rajouter encore la famille typique, c'est-à-dire à quoi ressemble une vie normale dans telle ou telle culture. Je pense que c'est quand même important, histoire de poser une base, parce que pour moi, c'est les joueurs les personnages vont sans doute venir de ces vies normales. Après, il va leur arriver plein de trucs, mais fondamentalement, le truc, c'est voilà. Quand j'étais gamin, j'étais dans une petite maison, dans une communauté rurale au fin fond de l'Arkansas. On avait une famille un petit peu atypique parce qu'on était 3 couples dans la même maison et il y avait 8 gamins et c'était une communauté religieuse des néo-apostoliques, voilà. C'était histoire de poser un petit peu des points de départ, je veux dire la vie normale dans ces trucs-là, ça ressemble à ça. Alors, c'est rapidement fait contexte de Monsieur Tout le Monde, c'est important. C'est important, je pense qu'il faut pas en faire trop. Parce que là, typiquement, Victor, si tu te souviens de la manière dont est écrit le chapitre typique, bah, par exemple, pour les maisons, il y avait des tartines gigantesques. Et je pense qu'effectivement, et là encore, Mathias avait un point qui était très pertinent là-dessus. C'était peut-être de se focaliser sur des éléments qui sont différents de ce qu'on connaît maintenant. Je veux dire, je suis Sam Witwicky, la voiture que j'ai achetée est un robot martien. Ouais. Je sais pas d'où tu sors ça, mais ça me dit quelque chose. Ça ressemble à du Heinlein. Voilà, bon alors ça c'est en très très résumé, un pitch de Transformer. Ah oui, bien sûr. Je vais revenir là-dessus, je vais essayer de mettre en avant, on va cacher ça et on va mettre avant la feuille de personnage. Voilà. Alors oui, je sais, cette feuille de personnage est très moche. Bon. Ok. Justement, l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour la faire moins moche.
Alors, pour les gens qui connaissent pas la mécanique Love Inside, voilà un exemple d'un personnage, et ça tient en une page, hein, vraiment, c'est le truc comme ça. Donc, là, en plus, il y a déjà des choses à changer, les noms ont changé. Ce sont des atouts et des clés. Alors qu'on aime le film ou pas, on coûte quand même de Loser magnifique comme héros. Oui, alors là, dans le cas présent, j'avais bien aimé le truc, j'avais bien aimé le premier Transformer. Ah, il y avait des bouts qui faisaient très publicité pour l'armée américaine, hein, mais voilà. Alors, je leur file à Alicia et moi la feuille de personnage, mais alors, tu ne la vois pas? Ah oui, attends, parce que je suis une pive. Je suis une pive, j'ai pas fait le transition, bim, maintenant tu devrais la voir. Effectivement, j'avais oublié de faire la transition. On ne voit pas la feuille de perso, mais normalement, maintenant, ça vient. J'oublie de temps en temps quand je fais des changements sur le preview, faut ensuite que je le balance. Des fois, ça se fait automatiquement, des fois, ça se fait pas automatiquement. Mais là, normalement, vous devriez voir la feuille de personnage. Toutes mes excuses. Et là, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble un personnage dans Erdorine 2300 à l'heure actuelle. Oui, ben alors, prenez-la. Moi, je vous envoie le fichier, hein, ça c'est pas. Je vous laisse 2 semaines. Alors l'idée c'est un petit peu ça. Alors, de préférence, il faudrait que ça vienne un petit peu avant 2 semaines, parce que, pardon, il faudrait que j'ai le temps de finaliser les feuilles de personnages pour les imprimer pour Octogone, et comme le live stream se fera le jeudi avant Octogone, ça va être un peu chaud. Mais oui, je t'enverrai tout ça. Alors, pour ceux qui connaissent pas un petit peu les mécaniques de jeu d'Erdorine 2300, donc l'idée c'est d'avoir des traits. Alors, il y a les atouts qui sont les trucs en gras, et en dessous, il y a des clés. Et en fait, chaque fois, c'est des éléments qui valent 1. Ça peut valoir plus, mais généralement, ça vaut 1. Et quand tu vas te retrouver avec une difficulté, avec une action avec une difficulté, il faut que tu empiles ces atouts, ces traits, ces clés, de façon à arriver au chiffre de difficulté qu'on t'a donné. Alors, par exemple, si tu as ton personnage Rowan que tu as ici fait une recherche pour trouver des coins de contrebande, il pourrait tout à fait dire, alors, je vais utiliser mercenaire avec on trouve de tout dans les starports, et histoire de détendre l'atmosphère, je vais déclencher une barrière de bar. Et du coup, j'ai ma difficulté de 3. Ça, c'est un petit peu l'idée, et effectivement à partir de là, alors il y a des particularités, il y a cette histoire de love. Le love, c'est un nombre de points qu'on récupère en faisant des actions un petit peu gratuites d'une certaine façon, hein. Par exemple, il doit y avoir un truc, faut que je vois s'il y a ça. Alors si on zoome un petit peu en bas, vous voyez, il y a pour les personnages, il y a des liens. Alors les liens, c'est effectivement les trucs qu'ils aiment bien faire. Alors typiquement, l'équipage du vaisseau, c'est ses potes, enfin la plupart du temps, sauf quand ils font des grosses conneries, mais enfin c'est ses potes, donc s'il fait des trucs avec l'équipage du vaisseau, ben il va regagner du love. S'il fait des trucs sur le vaisseau, genre le bricoler, le bichonner, réparer la machine à café, et ben il va gagner du point. Alors ça va être chaud par rapport à nos habitudes créatrices, il n'y a pas beaucoup d'objets internes sur lesquels jouer en graphisme, mais on va trouver. Écoute, faut juste que ça soit effectivement assez simple. Hein, c'est genre si tu mets typiquement tout ce qui est traits, si tu les mets sur la colonne de droite, de gauche, droite, gauche, et que tu mets d'autres choses sur la colonne de droite, on peut jouer sur des trucs comme ça. Voilà. Et le truc, c'est que par exemple, tu peux utiliser des atouts, plusieurs atouts. Mais pour utiliser un atout, c'est gratos, avec les clés qui vont en dessous. Donc, par exemple, mercenaire, tous les trucs qui sont gras, Rowan, mercenaire, pilote, ça, c'est des atouts. Et tout ce qui est avec le bullet, c'est des clés. Et ça peut avoir un chiffre qui va de 1 à beaucoup. Mais l'atout, il a toujours 1. Mais si tu veux utiliser un atout, c'est gratos. Par contre, si tu veux utiliser 2 atouts pour faire un truc qui est plus difficile, ou peut-être parce que t'as besoin de compétences qui sont pas dans l'autre, là, enfin qui sont dans 2 atouts différents, eh ben faut claquer un point de love. Et le point de love aussi, ça permet de faire une action qui est plus chiadée.
Voilà, c'est les idées générales. Donc le love est assez important. Ça serait, alors je dis ça pour Axel et Alicia, ça serait probablement une bonne idée de le mettre un peu plus haut. Typiquement les liens, le love, le mettre plus haut condition en fait. Si j'avais été intelligent, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais mis les traits sur la trait équipement, tout ça sur la colonne de gauche, et puis sur la colonne de droite le lien, love, condition. Mais je vous laisse faire votre bidule. Donc là, visiblement, Axel a déjà des idées, donc c'est parfait. Je te renverrai ça, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais t'envoyer le PDF, mais je vais t'envoyer aussi le truc InDesign en package, comme ça t'as tous les éléments dedans, et puis comme ça vous pourrez travailler, si vous avez besoin d'autre chose, vous n'hésitez pas à m'appeler. Voilà un petit peu. Donc, je pense qu'on va s'arrêter un petit peu ici parce que j'ai couvert à marche forcée un petit peu tous les éléments que j'avais à dire. En général, ces live streams ne durent pas beaucoup plus d'1 heure. Ça arrive que ça dure plus longtemps, mais en général, on est autour de 50 minutes, 1 heure. Là, on est à 55 minutes, donc on est tout à fait dans la norme habituelle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Autre message de service, ça c'est aussi assez important, j'ai oublié de le mentionner au début, mais j'ai découvert comment faire pour avoir, en fait je savais pas trop la raison pour laquelle je fais ces live streams sur ma chaîne principale, qui est la chaîne sur laquelle je fais les trucs musicaux, c'est que j'avais pas trouvé comment faire en sorte d'avoir deux settings, deux setups de stream sur le même OBS. Maintenant j'ai trouvé, c'est la question des profils, donc je vais créer un autre profil pour Erdorin, et donc il y a des fortes chances que les prochains live streams vont se retrouver non pas sur cette chaîne, mais sur la chaîne Erdorin, qui est donc la chaîne YouTube qui est déjà dédiée au jeu et à l'univers. Crash, pas que je sache, c'est pouk. J'ai essayé de te demander les règles si on a une hésitation et que je t'envoie un truc dans quelques jours. Ah, il y a eu un crash, ok. Alors c'est curieux parce que j'ai pas vu le truc sur le retour là, mais bon, je suis désolé pour ça. Voilà, c'est encore le souci que je disais. Voilà. Donc, je t'enverrai tout ça. Si vous avez envie de discuter, vous pourrez toujours commander sur la rediffusion. La rediffusion, je vais sans doute la mettre en ligne entre ce soir et demain. Je mettrai un lien sur l'événement Facebook, comme ça vous pouvez voir ça. Voilà, je pense qu'on va arrêter là. On va en rester là. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui étaient présents. Merci pour vos commentaires. Merci pour votre soutien. Et puis donc on se retrouve dans 2 semaines pour le stream pré-Octogone. Et puis si vous avez l'occasion de passer donc à Octogone à Lyon le week-end je crois que c'est c'est 22, 23, 24, puisque le jeudi ça sera un 21, donc ça sera vendredi 22, samedi 23, dimanche 24. Je suis là les 3 jours avec les collègues de 2D Sans Face. On est sur le stand de Sans Sucre. Et si vous passez, n'hésitez pas à faire un petit coucou, on pourra en discuter. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Pour les amateurs de choses bruyantes, live stream musique vendredi dans 8 jours. On va parler de l'épisode de Radio Erdorin d'avril 2026 que je n'ai pas encore fait, mais le script est en cours de composition, donc il sera prêt d'ici là. Et d'ici là, portez-vous bien et puis une excellente soirée à vous tous. Merci, à plus.